Vas-y, Marianne. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, donc je m'appelle Mariam, je travaille pour MyFuture et on est accompagné d'Olivier, donc pareil de chez MyFuture. Bonjour. Et nous avons aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir deux professionnels, donc Renaud et Sophie, qui sont là pour Bonjour. parler de l'égalité homme-femme. Donc du coup, je vais vous laisser vous présenter, Sophie et Renaud, et comme ça, on enchaînera avec les questions. Donc la présentation. Allez-y. Trop bien. Bonjour, moi je m'appelle Sophie Truchot-Barret, je travaille avec Renaud. Je suis cofondatrice de La Fusée, qui est une boîte de conseil en égalité professionnelle femmes-hommes et en gros sur tout ce qui est inclusion et parité dans le monde professionnel. Et on va aussi vous parler de What de Féminisme, qui est notre asso qui sensibilise et qui avertit des discriminations femmes-hommes par le rire. Voilà, donc on va aborder ces deux choses-là avec vous aujourd'hui. Et maintenant, je vais laisser Renaud quand même se présenter aussi. Je m'appelle Renaud Voisin et du coup j'ai le plaisir de travailler avec Sophie sur les deux piliers de nos actions qui sont l'association What the Féministe et notre boîte de conseil La Fusée. Super, merci. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler donc en quoi consiste votre métier et surtout de présenter dans les grandes lignes comme si vous expliquiez votre métier du coup à votre grand-mère ou à votre neveu tout simplement. Oui. Très bien. Notre métier, du coup, dans les grandes lignes, ça va être de faire bouger le monde du travail, qui est un monde aujourd'hui où tout le monde est censé être égal et payé selon ses compétences, selon sa formation aussi et toutes ces choses-là. Mais parfois, il y a des grosses inégalités entre les femmes et les hommes notamment. Pas que, mais c'est une des grosses inégalités. Et nous, à La Fusée, avec Renaud, donc dans notre boîte de conseil La Fusée, ce qu'on veut faire en sorte, c'est de faire bouger les choses, de les faire évoluer, et donc d'accompagner les entreprises à, entre guillemets, lutter contre cette inégalité, et donc à s'en rendre compte déjà, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire que tout va bien, que il y a une égalité parfaite, que toutes les femmes peuvent faire comme elles veulent, tous les métiers, que les hommes n'ont pas de comportement différent avec les femmes et avec d'autres hommes, voilà, que les salaires sont identiques. Et en fait, malheureusement, c'est pas vrai, puisqu'il y a encore un écart moyen en France à même poste, même temps de travail et même responsabilité de plus de 15%. Donc, ça veut dire que nous, les femmes, on travaille bénévolement à partir de début mi-novembre, à peu près, chaque année, parce qu'il y a une différence donc de 15%. Et puis, il y a aussi des plafonds de verre. On voit très peu de femmes à des postes de responsabilité. Il n'y a aucune femme qui est genre PDG d'une des grosses boîtes du CAC 40 en France. Et même le classement Nexity, donc les 120 entreprises les plus grosses qui sont de côté, pareil, il y a très très peu de femmes. Dans les comités de direction et les COMEX, c'est loin d'être la moitié également, puisque dans les comités exécutifs, donc qui sont les structures qui dirigent toutes ces boîtes, donc en gros les patrons, les chefs de service, là, il n'y a même pas 20% de femmes. Donc voilà, il y a un peu de travail. Et pourtant, les femmes ne sont pas si bêtes et elles sont aussi dans toutes les études qui devraient leur permettre d'accéder à ces postes. Et notamment, il y a même des études où on est majoritaire. Par exemple, pour tout ce qui est grandes écoles, les femmes sont majoritaires à l'exception des ingénieurs où on est encore minoritaire et il y a encore du chemin à faire pour dire que c'est pas qu'un boulot d'homme mais que ça peut être un boulot de femme. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un panel de pourquoi en fait s'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes et pourquoi avec La Fusée, nous en fait, notre taf, c'est d'aller voir les boîtes, de leur faire prendre conscience de tout ça et de leur dire, OK, maintenant, comment vous allez travailler pour traiter tout le monde de la même manière, pour recruter pas que le même profil tout le temps, c'est-à-dire, on va dire, un homme plutôt blanc, hein, quand même, on va pas se mentir, à des postes qui viennent des mêmes écoles, etc. Donc, comment on fait pour ouvrir le recrutement et comment on fait pour améliorer le management. Et donc, pour ça, on fait plusieurs choses. Concrètement, on fait de l'audit. Donc, on va dans chaque entreprise ou chaque structure, parce qu'on peut travailler avec des assos ou des services publics aussi. On fait l'audit de ce qui se passe, où ils en sont, quel est le quota de femmes, le quota d'hommes, comment ça se passe pour avoir des promotions, comment ça se passe pour les femmes quand elles reviennent de congé maternité, parce que c'est un instant un peu charnière en termes d'inégalité. C'est là où, comme tu as des enfants, tu es une femme, en fait, ça devient plus compliqué de monter. Donc, Et on va... Sophie, Ouais. Oui. justement, on a pas mal de jeunes qui arrivent là. Ouais. Donc pour les jeunes, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, à réagir sur ce que Sophie dit, parce qu'elle évoque pas mal de problèmes entre guillemets, d'injustice, notamment tout ce qui est l'inégalité salariale homme-femme, alors qu'elles ont les mêmes compétences.
Donc, vous pouvez très bien poser des questions et commenter dans la messagerie. Moi, ma question, Sophie, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous voir pour apporter un témoignage malheureusement de ce qu'elles ont vécu? Quels sont les trucs, les injustices les plus fréquentes, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans une entreprise? Alors, il y en a plein. Je vais en donner un exemple, mais après, je vais laisser aussi Renaud en donner un autre. Parce que c'est vrai que c'est bien, voilà, on travaille tous les deux sur le truc. Mais moi, un des exemples qu'on me dit beaucoup, c'est notamment quand on a des enfants, parce que les choses se corsent. Et il y a quand même plein de femmes qui veulent avoir des enfants. Enfin, voilà. Ouais, mais comment tu vas faire pour aller à la réunion ce soir? Comment tu vas faire pour faire garder ton gosse? En fait, je vais me débrouiller, c'est pas le sujet, je vais être là à la réunion. Ou bien, quand tu es en réunion, très souvent, les femmes, en fait, elles regardent un peu les mecs et elles se font souvent couper la parole. Donc ça, c'est un phénomène qui s'appelle le manrupting. En gros, c'est en anglais, on va dire, c'est interruption par un homme. Donc manrupting, c'est une interruption qui est effectuée par un homme. Et ça va être toujours pour expliquer à une femme comment il faut faire, comment il faut qu'elle fasse. Je sais pas moi, des mecs qui vont expliquer à une comptable comment on fait un tableau de chiffres ou comment on fait un bilan alors qu'elle est comptable et que le mec il est en marketing ou en com, par exemple, c'est un classique aussi. Voilà. Donc Renaud, tu peux dire le deuxième? Oui, je pense que Sophie a dit déjà beaucoup de choses et très intéressantes et très concrètes. L'autre aspect, moi, que je voudrais mettre en lumière, c'est très simplement et pourtant très, très important, c'est le manque de confiance en soi. Oui. Souvent, dans le monde de l'entreprise, mais c'est vrai aussi à l'école, en fait, les garçons, les hommes se posent moins de questions sur leur capacité à faire. Une jeune femme ou une femme va pouvoir se dire non, je ne suis pas légitime pour faire ça, je n'ai pas les capacités de le faire. Et cette construction, si vous voulez, mentale, cette vision de soi-même, de se dire ça, je ne peux pas le faire, c'est en fait un manque de confiance. Et ce manque de confiance, c'est souvent le résultat de plusieurs années, plusieurs fois où on a dit à cette personne, à cette femme en l'occurrence, bah, tu sais, c'est un métier de mec. Demande à ton père, demande à ton frère, demande à ton copain, il saura mieux le faire. Et cette petite chanson, elle reste dans la tête des femmes et on l'entend, enfin les femmes l'entendent quand elles sont petites, au primaire, et puis au collège, et puis au lycée, et puis après dans les grandes études. Et malheureusement, ça a un réel impact sur la vie. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut déconstruire. Alors, on utilise le mot déconstruire parce que c'est une construction mentale que les femmes, malheureusement, ont et subissent en fait. Voilà, moi, c'est le gros point très concret. Et donc, si je vous donnais un exemple très concret, c'est une femme qui va dire bon, bah, ce poste, il me plaît bien, il m'intéresse. Ça fait 10 ans que je suis sur le sujet. Mais bon, peut-être qu'il faut que j'attende encore 2-3 ans avant de postuler parce que je ne suis pas sûr de. Non, non, je ne vais pas y aller en fait. Voilà. Et ça c'est tout le temps en fait. Tout le temps dans le monde du travail en permanence. Et donc, nous, le message qu'on veut dire aux femmes, c'est croyez en vous. Vous avez les mêmes capacités, on a le même cerveau. Tout le monde peut tout faire. Donc, allons-y, quoi. Voilà. Oui. Renaud, je suis d'accord avec toi. Et pour résumer ce que tu dis, effectivement, les femmes, vous pouvez très bien avoir confiance en vous et réussir, tout comme les hommes, quoi. Voilà. C'est ça. Et du coup, je relève une question de Chloé, d'une jeune. Alors, la question de Chloé n'est pas aussi évidente que ça à répondre. Comment connaître le salaire de ses collègues sans leur demander directement? J'ajouterais, est-ce qu'il existe aujourd'hui des politiques d'entreprise pour éviter qu'il y ait une différence de salaire entre un homme et une femme pour le même poste? Il y a Sophie qui lève la main, donc je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui ont déjà mis en place de la transparence et du coup, ça vaut le coup de se demander aussi dans quelle entreprise on atterrit. Par exemple, chez Doctolib, on en parlera après de nos parcours, mais j'ai travaillé un moment chez Doctolib et eux, ils avaient une grille transparente, c'est-à-dire que tu avais un Excel où toute la boîte avait accès. À l'époque, on était 850, aujourd'hui, ils sont plus de 1000. Donc, toute la boîte avait accès sur les salaires de tout le monde, y compris pour les commerciaux, on voyait leurs primes. Voilà. D'accord. Moi, je trouve qu'au-delà de ça, Chloé, je trouve que
il ne faut pas hésiter à demander, en fait. Je pense que l'argent, c'est pas grave. L'argent, ça vient récompenser ton travail. Et en fait, c'est bien de voir que ton collègue avec qui tu travailles, vous faites les mêmes nombres d'heures. Si à un moment, tu as le sentiment d'être moins payé, demande-lui. Pourquoi pas, en fait? C'est pas une honte, c'est pas. Enfin voilà. Vraiment. Je pense que c'est quelque chose, c'est une culture hein, de rapport à l'argent qu'il faut, voilà, qu'il faut faire évoluer. Et c'est assez français hein, en vrai, hein, faut pas parler d'argent, etc. Chloé, moi je te conseille de demander, vraiment. C'est tout simplement. Renaud, j'aurais une question par rapport à ça, justement. Ouais. Selon les entreprises, il n'y aurait pas des clauses quand même de confidentialité sur le fait de ne pas peut-être divulguer son salaire en interne Non, c'est d'ailleurs, enfin là, bon, c'est un peu un pari là qu'on vous dit, hein, mais vous verrez que dans les années à venir, toutes les entreprises le feront en France. Enfin, il est possible que les entreprises mettent ça en place. La transparence sur les salaires, c'est quelque chose qui va se développer en France parce qu'en fait, au-delà du rapport homme-femme, la question de la transparence sur les salaires va se développer en soi. La confidentialité sur les salaires, je sais pas à quel métier je pourrais penser, mais enfin, de fait, les choses sont de plus en plus transparentes à ce niveau-là. Je sais pas, Sophie, c'était un. Ouais, en fait, cette clause, elle est illégale. On ne peut pas te demander de ne pas dire ton salaire. Voilà. Toi, tu peux décider de te le dire, mais en fait, on ne peut pas te demander ça n'existe pas, ça. D'accord. Parce que les clauses de confidentialité dans les contrats de travail, c'est genre, par exemple, dans certaines entreprises, effectivement, tu ne dois pas parler de tes missions à l'extérieur, blablabla. Ça ne t'empêche pas d'ailleurs d'en parler à tes potes à l'apéro le soir, par ailleurs, ou même à ta famille. Mais effectivement, sur tes missions, on peut te demander de ne pas en parler. Sur ta grille de salaire, non. Très bien, merci. Ça marche. Et du coup, il me semblait que vous aviez un petit truc à nous montrer. Oui, alors pour un peu illustrer ce qu'on fait, alors, bon, alors c'est une vidéo que nous, on n'a pas faite, mais qu'on trouve vraiment géniale et qui montre un peu notre état d'esprit par rapport à ce qu'on veut développer. C'est-à-dire que nous, on parle d'égalité homme-femme et on parle en montrant en prenant des exemples assez concrets de tous les jours. Et là, par exemple, c'est une vidéo sur le consentement où, si vous voulez, le consentement, souvent, les garçons disent ah oui, mais je ne comprends pas, elle disait non, mais peut-être qu'elle disait oui, etc. Il y a des zones grises. Non, il n'y a pas de zone grise. Non, c'est non. On le répète assez souvent. Et cette vidéo, elle prend un exemple concret du quotidien, c'est-à-dire se faire du thé. Et elle permet en fait de prendre une image, de se projeter dans cette image, une sorte de métaphore, pour pouvoir faire un parallèle entre les deux situations. Sophie, je te laisse la lancer. Mal à comprendre le mot consentement. Alors, imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Hé, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Putain, ouais, j'ai grave envie d'une tasse de thé, merci. » Alors, ça veut dire qu'elle veut la tasse de thé. Si vous dites « Hé, tu veux une tasse de thé ?» et que la personne vous répond « Je sais pas, peut-être, mais je suis pas vraiment sûr. » Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé ou non, mais soyez bien conscient qu'elle n'en voudra peut-être pas. Et si elle ne veut pas boire votre thé, c'est là que ça devient important. Ne la forcez pas à boire. C'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire. Et si la personne vous dit « non merci », alors ne faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé. Ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de votre thé. Elle ne veut juste pas de votre thé. Ok ? Elle pourrait vous dire « oui, avec plaisir ». Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bon, c'est sûr, c'est plutôt chiant parce que vous êtes déchiré à préparer tout ce thé. Mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'en a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir l'eau, infuser le thé, rajouter le sucre. Ça arrive qu'une personne change d'avis. Vous n'avez toujours pas le droit de la forcer à boire. Et si elle est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question « Est-ce que tu veux du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être qu'elle était réveillée quand vous lui avez demandé du thé. Et elle a dit oui, mais le temps de faire bouillir l'eau, d'ajouter du thé et un peu de lait, elle s'est évanouie. Vous devrez juste poser votre thé et vous assurer de sa sécurité. Et là encore, c'est le plus important, ne lui faites pas boire votre thé. Ok, elle a dit oui tout à l'heure, mais les personnes inconscientes ne veulent pas boire de thé. Ok ? Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui verser du thé dans la bouche. Rangez le thé
et assurez-vous plutôt qu'il va bien. Parce que les gens inconscients n'ont vraiment pas envie de boire de thé. Voilà. Donc l'idée un peu de cette vidéo, c'est pour vous montrer notre état d'esprit avec Sophie, qui est qu'on peut se saisir d'un sujet important, donc l'égalité homme-femme, et là un sujet, je dirais, hautement important, qui est la notion de consentement et de viol, hein, ou d'agression sexuelle. Et du coup, de montrer qu'on peut se saisir de ces sujets, mais d'en parler non pas avec, je dirais, tristesse et de façon compliquée, mais prendre des images simples. On peut même sourire avec le parallèle du thé, alors que le sujet est très grave, très très grave, mais l'image reste. L'image reste et on avance et on se déconstruit, comme on a dit tout à l'heure, et on construit d'autres images ensemble. Et voilà, c'est un peu notre projet avec Sophie d'utiliser ce type d'état d'esprit pour avancer sur des sujets qui, par ailleurs, sont importants et graves. Sophie, je ne sais pas si tu veux rajouter sur ce sujet, mais voilà. Ce qu'il faut reformuler dans ça, c'est que si on devait reformuler la vidéo, c'est que un consentement, c'est forcément deux personnes, un garçon, une fille, ou un garçon, une fille. Du moment lorsqu'on a un des deux qui dit non, c'est non, quoi. Il peut dire oui au début, mais à la fin, s'il dit non, on doit respecter le choix et on ne doit pas forcer. Voilà, quoi. Sinon, ce ne sera plus un consentement. Voilà. Exactement. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune et où est-ce que vous êtes retrouvé du coup aujourd'hui et le cheminement que ça a pris? Ok, donc je vais juste repartager l'écran pour montrer les images de mes rêves d'enfant. Ah oui. C'est quand même important. Du coup, désolée. Voilà, donc ça se remette. Ouais, quand j'étais enfant, en fait, moi, je rêvais d'être journaliste d'investigation. Donc, j'ai mis 2 films. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y en a un qui est assez vieux. Je n'étais pas née non plus, hein. Voilà, qui s'appelle Les Hommes du Président. Et il y en a un autre plus récent qui est sur Spotlight. C'est une enquête, par ailleurs, sur la pédophilie qui est hyper solide. Et en fait, moi, c'était un peu mon rêve. Et finalement, je me retrouve, comme on peut le voir dans la photo de droite, à faire des salons avec d'autres jeunes femmes pour justement on va dire la parité, l'égalité femmes-hommes, pour sensibiliser à ça. Où on peint des tissus, on a des t-shirts, on interpelle les gens, voilà, on fait plein de trucs. On va former avec cette association aussi dans les collèges et les lycées en Île-de-France. Pour le moment, c'est plutôt l'Île-de-France, mais ça, on veut développer à Lille et à Marseille, les collégiens et lycéens à l'égalité femmes-hommes, avec justement, comme disait Renaud, cette tonalité genre à la fois avec des sources et des vrais chiffres, genre sur les dates, sur les différentes lois, le fait que par exemple avant, il y a 40 ans, on ne pouvait pas, en tant que femme, travailler ou avoir une carte bancaire ou avoir un chéquier sans l'accord de notre mari. Si on n'était pas marié, c'était notre père. Et si on n'avait plus de père, c'était notre frère. On était quand même dans une société bien old school quand même, enfin bien rétrograde surtout. Donc voilà, donc ça va être avec des vrais chiffres, des vrais trucs, mais derrière, entre guillemets, on en rigole et on fait aussi un peu d'humour dessus parce que c'est des sujets sérieux, mais ça n'empêche pas d'en parler de manière légère et drôle, quoi. Voilà, ça c'était pour mon rêve d'enfant. Et est-ce que tu peux refermer, arrêter le partage d'écran, ouais. Et dans l'association, vous êtes combien? Et est-ce que ça m'a fait beaucoup rire la posture que tu as sur la photo. Et vous êtes combien dans l'association et est-ce qu'il y a d'autres événements auxquels vous participez que le salon que vous avez fait? Alors là, c'est une asso dans laquelle je suis bénévole aussi, qui n'est pas What the Féminisme, qui est une autre asso. À What the Féminisme, effectivement, on est pas mal. En fait, c'est des promos de jeunes ambassadrices et jeunes ambassadeurs. D'ailleurs, il y a aussi des mecs avec nous, même si c'est vrai qu'on est une majorité de filles. Et on est une vingtaine par promo. Et c'est des promos qui disent « si, suis-moi ». Et après, tu peux recommencer. Et après, l'association en elle-même, il y a une vingtaine de personnes. Ah, il y a une question de Chloé, mais même si on est encore sur le salaire, du coup, je ne sais pas si on la prend maintenant ou si on y revient après. On en parlera après. On en parlera. Bon, on en parle après, Chloé. Voilà. Mais oui, donc il y a une vingtaine de permanents et il y a des promos de 20 à 30 personnes et ils font pas mal de programmes à côté. Et dans notre association à nous, What the Féminisme, il y a Renaud et moi qui sommes au bureau. On est en gros vice-président, trésorier et secrétaire. On cumule les postes. Et après, il y a toute notre communauté sur Instagram qui nous suit, mais qui n'est pas membre de l'asso, mais qui est dans notre communauté. Voilà. D'accord.
Et pour toi, Renaud, alors, ton réponse? Partager aussi. Dans l'image. Alors, Euh, je ne spoil pas les images avant qu'on les voit. Moi, j'ai mis deux photos. La première à gauche, c'est une BD qui s'appelle Quai d'Orsay, parce que quand j'étais plus jeune, dès le lycée, je dirais, j'avais très envie d'être diplomate. Je trouvais que c'était un métier, enfin, je trouve toujours d'ailleurs que c'est un très beau métier. J'aimais l'idée de représenter la France à l'étranger. Je trouvais que c'était quelque chose qui me motivait, qui me parlait beaucoup. Cette idée m'a tenu assez longtemps, puisque après, dans mes études, j'ai fait un stage à l'ambassade de France à Singapour. Ce qui était intéressant dans ce stage, c'est que, comme tout stage, on découvre des choses. Et donc, il y avait la projection, l'image que moi j'avais du diplomate. Et puis, comme tout envers du décor, quand vous êtes derrière le rideau, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu. Je me suis toujours accroché à la diplomatie, mais plus à la volonté de forcément travailler dans le ministère des Affaires étrangères. Du coup, j'ai ensuite continué mon cheminement et j'ai continué à travailler à l'international un petit peu. J'ai travaillé dans une boîte de conseil, mais je crois qu'on vient après sur le cursus. Mais la deuxième photo, j'ai mis tout simplement moi en train de sourire parce que mon cheminement aujourd'hui, contrairement à quand j'étais plus jeune où je me disais il faut que je trouve un métier, aujourd'hui mon cheminement c'est je cherche quelque chose qui me plaît. Et cette photo de moi souriant, c'est parce que aujourd'hui j'ai le sentiment de faire quelque chose qui me plaît. Et donc c'est pas tant le métier du conseil est intéressant et je trouve que je m'y éclate intellectuellement. C'est pas voilà, le métier en lui-même, mais c'est vraiment de me dire que je suis sur un sujet qui me plaît. J'ai une collègue passionnante et brillante, et ça, c'est pas tout le temps, donc c'est super. Le sujet me passionne. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu construit mon puzzle, si vous voulez. Voilà. Par contre, à la vue des deux photos, on n'a pas l'impression que tu as changé de métier, que tu dis Et la diplomatie, c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans la promotion de l'égalité femmes-hommes, puisque il s'agit de faire avancer des idées. La diplomatie, c'est faire avancer les idées de façon apaisée et concertée. Tout à fait. Voilà. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez nous parler, tu avais un peu introduit Renaud, mais Ouais. est-ce que du coup, tu peux un peu continuer sur ton cursus? Je continue, d'accord? Oui. Ouais, alors, attendez, il y a juste une toute petite modif que je dois faire. Hop. pour le parcours, tu peux. Ah, c'est pas très grave. Je peux commencer. Donc, du coup, j'ai fait un bac L. On vous dévoile un peu les coulisses de notre boîte, mais nous étions ensemble avec Sophie dans la même classe en littéraire. Comme quoi, ceux qui vous disent que le littéraire, ça ferme des portes, à part peut-être être médecin, c'est vraiment pas vrai. On peut tout faire en étant littéraire. Moi, ce que j'ai retenu du bac littéraire, c'est vraiment la dimension comment dire, culture générale. Beaucoup de culture générale, parce que c'est pas que de la. D'ailleurs, je fais un peu mon hockey boomer parce que je crois que maintenant c'est plus bac L, c'est bac. Enfin, c'est un peu différent, mais en tout cas, ouais, c'est plus le terme. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup aimé la littérature, la philo, ça me sert beaucoup aujourd'hui encore, parce que dans le conseil, il faut avoir cette espèce d'ouverture d'esprit, être en capacité de se poser sur un sujet et tous les référentiels, toutes les références littéraires, philosophiques, sociologiques que je peux avoir de mon bac L me servent encore aujourd'hui. Ça m'a servi pour passer Sciences Po. Donc, du coup, j'ai été à Sciences Po Toulouse. Comme je vous ai dit, j'étais intéressé par les relations internationales. Donc, j'ai fait un master relations internationales. Sciences Po, enfin, alors, il y a plusieurs Sciences Po en France. Il y a à Paris, et puis il y en a 8 ou 9 ou 10, je crois, maintenant en France. Moi, j'étais à Toulouse et c'est une très belle formation parce que pour moi, ça a été vraiment dans la lignée de mon bac L, c'est-à-dire que c'est beaucoup de culture générale.
J'ai fait beaucoup de sociaux et j'ai beaucoup aimé la sociologie. Ça m'a donné des clés, vraiment des clés pour comprendre la société et comprendre que, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il y a certaines choses qu'on a en tête qui sont des constructions qu'on a reçues, une culture qu'on a reçue, nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, etc. etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce cursus. Donc c'est un cursus en 5 ans, avec généralement au milieu ou en deuxième année, une année à l'étranger. Donc c'est là que j'ai fait mon année à l'ambassade de France à Singapour. Et donc ça, c'était super. Après Sciences Po, je suis parti en Malaisie parce que je voulais continuer de voyager. Et c'était à côté de Singapour pour être journaliste. J'ai lancé un journal là-bas. J'y suis resté 1 an. C'était une super expérience. Quand je suis rentré, j'ai travaillé pour un think tank. Donc un think tank, c'est une organisation, comme une espèce d'association qui promeut une idée. Généralement, il s'attache à une idée. Donc là, mon think tank, ça s'appelle Open Diplomacy. Je vous conseille d'aller voir. C'est un think tank très intéressant qui est fait par des jeunes et pas pour les jeunes, mais qui en fait apporte les relations internationales auprès des jeunes. Donc c'est un super projet. Et dans le think tank, il y a vraiment une notion de lobby, c'est-à-dire alors lobby, c'est pas forcément négatif comme terme, mais un think tank, on pousse une idée. Et donc là, Open Diplomacy, c'est de dire les relations internationales concernent aussi les jeunes et pas les vieux de 60 ans qu'on voit à l'ONU, là. Mais les jeunes, c'est leur avenir. Ce qui se passe en Chine a une répercussion en France. Je pense que là, on a tous vécu le coronavirus, donc on a tous cette notion que ce qui se passe en Chine se passe en France, même quand on a 15 ans, même quand on a 20 ans. Donc, saisissons-nous des relations internationales. Donc voilà, ça, c'était vraiment mon travail là-bas. Euh, en- Juste, Pardon, ouais, vas-y, je t'en prie. oui, du coup, Renaud. Donc, à la fin de tes études, tu Ouais. as voyagé via Erasmus ou pas du tout? Tu as fait Pas tout du simplement. tout. Non, pas du tout. C'était une création d'entreprise en Malaisie. D'accord, donc, Erasmus, ouais, non. En fait, le programme Erasmus est souvent lié à l'université, Mhm. alors qu'à Sciences Po, l'année à l'étranger, si vous voulez, est intégrée dans le cursus, en quelque D'accord. sorte. Euh, donc voilà. Après, j'ai travaillé dans une boîte de conseil en santé. Donc, c'était très concret, c'est-à-dire, pour vous faire très, très court, il y a en France des zones où il n'y a pas assez de médecins. On appelle ça un désert médical. Du coup, cette boîte de conseil permettait d'essayer de trouver des solutions pour faire venir des médecins dans les zones où il n'y a plus assez de médecins. Donc, quand il n'y a plus de médecins, bah, ça veut dire que, par exemple, si vous habitez plutôt dans des villes, vous avez souvent accès à un médecin. Quand vous êtes plutôt dans une ruralité, par exemple en Basse-Normandie, vous allez avoir du mal à trouver un dentiste. Vous allez devoir trouver un médecin généraliste. Ou si vous êtes une femme, puisque nous, c'est un sujet qui nous intéresse, il n'y aura pas de gynécologue dans toute la région. Et donc, toutes ces problématiques, voilà, ça touche au territoire. C'était très concret, hein, puisqu'on se déplaçait, je me déplaçais sur le terrain. Donc, c'est un métier vraiment de terrain. Ça m'a fait découvrir le conseil, apprendre le conseil, donc c'était assez intéressant. Un peu la formation aussi, parce que il fallait, dans le conseil, on propose des pistes d'amélioration du travail, si vous voulez. Voilà, aujourd'hui, vous faites ça, on a identifié tel souci, ou en tout cas telle problématique. Nous, on vous conseille de faire ça. Et l'étape ensuite, c'est finalement d'implanter ces conseils. Et donc, ça peut passer par la formation. Donc, c'est très, très large. Après ce travail, j'ai d'abord fondé une première entreprise où je suis revenu à mes premiers amours sur la diplomatie. J'ai fait ça pendant 1 an. Et ensuite, j'ai suivi ma femme qui travaille pour Médecins du Monde au Sri Lanka. Donc, j'ai un peu mis mon activité entrepreneuriale entre parenthèses. Puis, j'ai repris, je me suis repenché sur la question égalité femmes-hommes. Et là, j'ai notamment créé un compte qui s'appelle La Base, que vous pouvez voir sur Instagram, qui lutte contre le sexisme au quotidien. Et à la faveur des rencontres, parce que souvent le conseil et de toute façon en général le monde du travail, c'est des rencontres. Et j'ai revu Sophie, on s'est croisés sur un projet commun.
Et à force de discussion, de projection, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on fasse quelque chose ensemble. Et c'est de ça qu'est née à la fois notre association What the Féministe et à la fois notre boîte de conseil, La Fusée. Et justement, Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les grandes lignes? Et surtout, ce qui m'intéresserait, c'est savoir comment vous, tous les deux, vous êtes connus au collège-lycée. Ouais. Et après, vous êtes En rentrés. primaire. Vous avez travaillé Oui, d'accord. séparément. Après, vous êtes retrouvés. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous dites, tiens, on va créer une entreprise ensemble? Ok, bah, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Effectivement, je vais juste, voilà, pareil comme Renaud, on s'est effectivement connus au lycée. Du coup, j'en profitais pour dire que j'ai aussi fait un bac L. Je ne l'avais pas forcément mis. Après, moi, j'ai fait un double cursus en Angleterre et en France. Donc, j'ai fait Sciences Po Lille. Et avec Sciences Po Lille, j'ai fait un partenariat, enfin, j'ai fait mes études en partenariat avec l'Université du Kent. C'est en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. En gros, la globalité de mes études, c'était sur tout ce qui est politique et économie. Et ça m'a duré 5 ans, c'était passionnant. J'ai fait 1 an sur 2, j'ai appris à m'adapter, à changer d'environnement et à travailler et à parler en anglais. Ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait 4 ans dans le conseil en affaires publiques. Donc, en fait, c'est tout ce qui est lobbying et communication institutionnelle. C'était exclusivement dans le secteur de la santé, où je représentais en fait le conseil. Soit vous allez chez le client, soit du coup vous êtes détaché, soit vous restez dans votre boîte. Moi, je restais dans ma boîte et j'avais plusieurs types de clients. C'était parfois des syndicats de professionnels de santé, parfois des boîtes genre classiques dans le médicament, le dispositif médical. Bon, voilà, c'était plusieurs acteurs et en gros, on faisait avancer leur position, on les faisait connaître, on leur faisait rencontrer les décideurs publics. Ensuite, j'ai fait 2 ans dans l'assurance santé où je me suis un peu embêtée. C'était sympa, mais c'était long. L'assurance, c'est pas un métier. Enfin, c'est un métier long qui met du temps à évoluer. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit votre rêve, mais si c'est votre rêve, c'est un métier stable, on va dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai quitté ça et je suis allée chez Doctolib, où c'était très cool, mais voilà, où je faisais des partenariats avec des professionnels de santé, puisque Doctolib, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, c'est tout ce qui est prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et moi, je m'occupais des partenariats avec les syndicats de médecins, ou les syndicats de dentistes, ou les syndicats d'infirmiers, de sages-femmes, etc. Donc, tous les syndicats de professionnels de santé libéraux, donc c'est-à-dire ceux qui exercent en ville et pas à l'hôpital. En gros, votre médecin généraliste, votre ophtalmo, voilà, votre dentiste. Et je faisais donc des partenariats, j'essayais de monter des projets avec eux, et puis je continuais quand même tout ce qui était affaires publiques, où on allait voir les cabinets ministériels pour pousser des éléments favorables à Doctolib. Bon, ça m'a duré 7 ans, c'était des grosses expériences, c'était très intéressant, et en fait, j'en ai eu marre, et j'ai choisi, comme quoi on peut vraiment tout faire quand on veut, de quitter Doctolib et de négocier une rupture conventionnelle. Et c'est important d'en parler parce qu'en fait, on se dit, ah oui, mais il faut absolument que j'ai un travail dans la vie. C'est vrai, c'est essentiel, il faut de l'argent pour payer le loyer, manger, etc. C'est évident. Mais quand on n'est vraiment pas heureux ou heureuse, ça vaut le coup de se dire, en fait, bah voilà, on n'est jamais coincé, on peut toujours partir. Et moi, j'ai compris ça. Et donc, j'ai quitté Docto avec une rupture conventionnelle, donc qui permet par ailleurs de toucher le chômage pendant 2 ans. Et on s'est revus à la faveur de plein de réflexions de mon côté et d'amis en commun qui m'ont dit, ah, mais tu sais, Renaud, qui est au lycée avec nous, que j'avais perdu de vue parce qu'on avance. Renaud, lui, il avance dans le féminisme. On sait que c'est un sujet qui t'intéresse. Moi, je suis très féministe, mais aussi inclusion. Genre, grosso modo, la lutte contre l'injustice et les inégalités. Il y a du taf. Du coup, quand on s'est revu avec Renaud, on a discuté, on a voulu avancer voilà, sur notre projet. Et du coup, bah voilà, on s'est retrouvés à échanger un peu par hasard, oui et non, mais ouais, par le détour d'amis qui étaient un peu dans ce domaine-là aussi, qui réfléchissaient à ça. Et en fait, on a construit notre boîte, d'abord l'association, fin d'année 2019, enfin, en gros, à partir du dernier trimestre. Et notre boîte, on l'a lancée fin d'année, là, juste pour Noël. C'était un beau cadeau de Noël. Ce qui est assez drôle, c'est que vous avez quand même pas mal de points en commun. Ouais. Vous êtes rencontrés plus jeunes au collège lycée, vous avez fait un bac L. Ouais. Vous avez plus ou moins tous un petit parcours dans la santé, Ouais. création d'entreprise ou de structure, et après vous voyez. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous vous dites tiens Renaud, tiens Sophie, on y va, paf, on va créer notre entreprise. C'était quel moment, comment ça s'est passé? Je crois que c'est fait un peu naturellement, un peu par glissement, parce que Sophie comme moi, on est des gens passionnés et qu'à un moment, comment dire, si vous êtes sur un sujet comme l'égalité homme-femme, c'est quelque chose dont vous pouvez discuter autour d'une bière ou de plusieurs bières, sans abuser évidemment de l'alcool. Mais du coup, au bout d'un moment, si on veut faire quelque chose de concret,
simplement discuter, ce n'est pas suffisant, malheureusement. Et que s'il faut agir, il y a plusieurs moyens, hein, une association, une création d'entreprise. Et du coup, nous, on s'est dit, en fait, il faut faire les deux. Voilà. Alors, si je peux compléter, du coup, moi, ça a toujours été mon objectif de faire une boîte parce que moi, je ne me suis jamais vue ne pas faire de boîte, ne pas faire d'entreprise après, à partir du moment où on s'était dit ça. Et c'est juste qu'on a commencé par l'assaut parce que la vie et puis parce qu'on a avancé petit. Et ça nous a permis aussi d'apprendre plein de trucs sur le féminisme, sur les acteurs et les actrices. Parce que c'est important aussi de connaître les gens qui gravitent dans l'écosystème dans lequel tu veux taffer. Et le compte Instagram, ça nous a ouvert pas mal de portes, l'association, les podcasts. On a lancé plein de trucs, on va vous en parler. Voilà, ça a ouvert les portes, ça s'est construit progressivement. Mais moi, ça a toujours été un objectif d'en vivre parce que c'est clair que je n'ai pas du tout envie de repartir dans ma vie d'avant, en fait. Donc, du coup, il va falloir que ça marche et on va tout faire pour que ça marche. Voilà. Et justement, c'est une très belle introduction. Là, vous avez parlé de votre entreprise qui est là pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous pouvez montrer des exemples d'actions que vous faites? Je partage du coup l'écran. Attends, hop. Du coup, tu commences et je fais la deuxième partie ou l'inverse, Renaud? Je fais la diapo 8 là. Une des deux pour qu'on. Je peux en parler. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez des représentations de notre côté vraiment associatif, donc l'association What the Feminism. Ça, c'est nos réalisations. Ça va dans la suite de ce que je vous disais tout à l'heure sur la vidéo. C'est-à-dire qu'on utilise des mèmes pour parler de sujets qui nous semblent importants. Donc, vous voyez en haut à gauche, par exemple, c'est un mème qui parle du fait qu'aujourd'hui, il existe une précarité menstruelle. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément accès aux serviettes hygiéniques, ou en tout cas, si elles ont accès, c'est un gros budget. Et donc ça, c'est un sujet qui est très important à pousser. Enfin, il faut le mentionner, il faut en parler, il faut que ça évolue. Et c'est un sujet qui est grave, mais on en parle, vous voyez, avec humour pour pouvoir faire au mieux passer le sujet. Parce que pour nous, l'humour est un vecteur très positif qui permet à la fois de se rappeler des notions et à la fois de transmettre au mieux. Et donc, à chaque fois, on a un couple d'images et une statistique ou un rapport. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui disons ah ouais, c'est pas bien, etc. C'est qu'on prend une image qui est drôle et derrière, on cite l'association ou le haut commissaire à l'égalité, c'est-à-dire la structure légitime et scientifique sur le sujet. Donc, on n'invente rien. Tout ce dont on parle repose sur des statistiques et des ressources qui permettent de faire bien avancer nos sujets. Outre les mêmes, on ne l'a pas mis d'ailleurs, mais par exemple, à Noël, on a fait un guide de Noël qu'on a mis en ligne gratuitement et où en fait, on donnait des tips, on donnait des conseils pour pouvoir répondre à l'oncle relou et raciste quand il disait « Oh, ça va, les femmes, machin, là, là. » Bon, et bien, on mettait des réponses, on mettait des éléments, on mettait des clés, on mettait des statistiques pour dire « Ah oui, tu dis ça, ben voilà la statistique du ministère de l'Emploi. » Voilà, donc ça, voilà. Et on fait des vidéos qu'on appelle What the Chiffre, où en fait, on met en relation deux chiffres qui n'ont rien à voir, mais pour pousser à la réflexion. Vas-y, Sophie. Parce que du coup, tu enchaînes, mais j'ai arrêté le partage. Qu'est-ce que tu veux montrer? Est-ce que tu veux montrer What the Chiffre? Tu veux montrer le guide? Ah non, What the Chiffre, on peut montrer des vidéos. On y va. C'est parti. Alors, je ne sais plus laquelle on avait dit du coup. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. On va prendre celle-ci. Alors, du coup, il faut que je repartage. Hop. Tac, partager écran. Hop. Voilà, donc là, je pense qu'on la voit. Oui. Alors, je vais essayer de ne pas le mettre trop fort, parce qu'elle est punchy, c'est un format très court Insta. Donc, si on voit quand on le met, ça va vous réveiller là, si vous sistez un peu. Ein Atem. I talk too
myself, what the fuck, what the fuck. Alors, pourquoi on met ces chiffres qui, de prime abord, ont aucun rapport entre eux? C'est pour, si vous voulez, faire rentrer dans le concret du réel le chiffre qu'on veut mettre en lumière. C'est-à-dire que là, par exemple, on parle des jeux vidéo et des soignantes. A priori, rien à voir. Sauf que, par exemple, là, vous avez, pour ceux qui connaissent les Fortnite, beaucoup de personnes jouent aux jeux vidéo. Oui. Et dans leur imaginaire, peuvent se dire, mais c'est quand même fou de se dire qu'il y a eu plus de monde qui se sont mis aux jeux vidéo, enfin qu'il y a eu plus de fermes qui ont été soignantes que de gens qui sont mis aux jeux vidéo. Et à chaque fois, on fait exprès, si vous voulez, de mettre des chiffres qui, de prime abord, les gens disent, mais aucun rapport. Alors que non, en fait, on entre dans le réel, on remet en cause les projections de chacun et chacune pour que chacun et chacune s'interroge, en fait, et se disent et retiennent le chiffre en disant, ah oui, en fait, effectivement, c'est énorme ou c'est pas assez. Voilà. Dis-moi, Sophie, si tu veux compléter ce que je dis, mais voilà l'idée en tout cas de la vidéo What's the Shit. Donc, on a ce compte Insta qui nous permet de vraiment créer une communauté militante. Ça nous permet d'être assez proche du terrain concret. Par ailleurs, on rencontre des gens. On a aussi, là, il y a 3 semaines maintenant, si je ne dis pas de bêtises, lancé un podcast. Alors, on appelle ça un shotcast parce que c'est un podcast qui est très court, qui dure 4 minutes, où à chaque fois, on permet de rencontrer une femme inspirante et intéressante. Alors, ce n'est pas les femmes que vous voyez forcément à la télé ou même sur les réseaux sociaux qui sont connues, mais c'est des femmes qui nous ont parlé, nous ont touchés. Donc, par exemple, la première personne que nous avons interviewée, c'était une street artiste. C'est une femme qui fait du street art à Paris. La deuxième personne, c'est une femme qui a lancé une association qui s'appelle À nous la nuit, qui questionne la place des femmes dans l'espace public la nuit et qui par ailleurs est DJ. Et si vous voulez partager des profils comme ça, ça permet de créer de la visibilité sur ces femmes et permettre à des femmes ou des hommes de se projeter dans ces personnes et toujours dans cette notion de comment on construit un imaginaire commun où les femmes sont fortes, sont intelligentes, sont brillantes, peuvent faire du street artist, peuvent faire DJ, peuvent lancer des assos, etc. etc. Donc voilà, donc des mèmes, des vidéos, des podcasts, des choses ponctuelles comme le guide de Noël. Donc on fait un peu, on est vraiment multi comment dirais-je, réseau et multi outils. Et du coup, ça nous permet de toucher un public assez large et nous, en même temps, de nous nourrir de ce public pour aussi notre boîte de conseil, c'est-à-dire d'être dans ces sujets du féminisme et de l'égalité homme-femme au niveau associatif. Et ça n'a rien à voir avec la fusée, notre action en tant que boîte de conseil, mais tout se nourrit, si vous voulez. Nous, avec Sophie, on essaye de vraiment prendre un maximum d'infos partout et de s'intéresser à tout. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'avoir ce pilier associatif toujours avec nous. Et une question de Lola, qui est une jeune. Ouais. Quelle est la tranche d'âge du public qui vous suit, vos comptes Instagram et autres? Sur Instagram? Je peux te répondre, ouais. Du coup, sur Instagram, notre âge, qu'on a effectivement mis des statistiques, c'est entre 15 et 35 ans, avec un net truc privilégié de 25 à 35. Et là, selon les derniers stats, c'est 88% de femmes. Mais par contre, il y a des publications où ça passe qu'à 60% parce qu'il y a quand même 40% d'hommes. Donc, ça dépend. Tu as des publis où tu vas avoir quand même des hommes qui vont suivre. D'accord. Et du coup, une petite question, c'est vous deux qui animez les communautés sur vos réseaux, du coup? Ouais. Oui. Et est-ce que vous créez des événements est-ce que ça vous est déjà arrivé de créer des événements avec cette communauté, donc c'est-à-dire des conviés sur un lieu, etc. Alors, ouais, on voulait. C'est vrai que là, malheureusement, avec le confinement et le Covid, on a dû repousser certaines choses qu'on voulait faire là en fin d'année. Mais oui, ça fait partie des choses qu'on fait ou en tout cas qu'on désire faire. Très bien, merci. Une question de Lola. Est-ce que vous savez combien il y a d'hommes qui vous suivent?
Le nombre exact, non, je l'ai pas. Mais en fait, si c'est 10% de 3250, bah, tu dois avoir 400, à peu près 400 mecs qui nous suivent. D'accord. Et justement, une question de moi. À toi, Renaud, quand on parle d'égalité femmes-hommes, souvent, l'idée qu'on a, c'est comme quoi les femmes, elles sont moins désavantagées, elles sont plus désavantagées que les hommes. Nous, quelle est notre responsabilité à nous, les hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter, pour favoriser l'égalité femmes-hommes, alors qu'on pourrait penser que c'est plus une affaire des femmes, quoi. Déjà, écouter, je pense. C'est bien d'écouter les femmes autour de soi. Et puis, il y a des livres et s'éduquer. Et j'ai presque envie de laisser répondre Sophie, mais c'est-à-dire que je pense que c'est la responsabilité de chaque homme aujourd'hui de se saisir de ce sujet et d'écouter les femmes, ce qu'elles ont à dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui parlent. Il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de livres accessibles, il y a beaucoup de films, il y a même dans des séries, il y a des messages qui passent. Je pense que ça, c'est important. Voilà, je dirais écouter déjà. D'accord. Ouais. Et on a une question de Lola, une autre. Merci à toi, Lola. Est-ce que les femmes peuvent avoir des propos sexistes aussi? Tout à fait. Enfin, du coup, je prends la parole pour changer. Ouais, tout à fait. Les femmes peuvent avoir des comportements sexistes, des comportements limites. Bon, elles peuvent un peu moins violer d'autres femmes, mais enfin, ça se discute. Mais enfin, bon, à 98%, les mecs ce sont les auteurs des viols, c'est quand même des hommes. Il faut l'avoir en tête. Par contre, sur les propos sexistes, oui, bien sûr. Je vois notamment des exemples un peu clichés, mais pendant le confinement, on a une de nos connaissances où sa belle-mère ou sa mère, je ne sais plus, lui a demandé si elle s'occupait de préparer des bons petits plats pour son copain. Elle avait un peu autre chose à foutre, du travail, tout ça. Mais voilà, ça, c'est un propos sexiste, quoi, par exemple. Et ça vient d'une femme. D'accord. Ok. Donc, en fait, le sexisme, enfin, les actes sexistes, ça peut être des hommes ou aussi des femmes, quoi. C'est dans les deux sens, quoi. Ouais. Tout à fait. C'est dans les deux sens, mais c'est majoritairement contre les femmes. Oui. Voilà, c'est-à-dire que même quand un homme subit du sexisme, c'est moins généralisé. Mais après, pour revenir sur la question juste avant, on disait, l'égalité homme-femme, tout le monde y gagne, en fait. Et l'exemple souvent que je donne quand moi, des garçons, des hommes me demandent ça, c'est par exemple le congé paternité. C'est un exemple très concret où le congé paternité évolue en France très doucement, mais il évolue grâce à la diffusion des idées de promotion de l'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est grâce quand même aux femmes que les hommes risquent d'avoir un congé paternité plus long. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a énormément des exemples. Mais ça, il est très parlant. Voilà. D'accord, merci. Olivier, tu as des questions? Oui, justement, ça me fait penser à une question de Chloé plus haut. S'il a deux collègues, un garçon et une femme, qui fait le même job, donc même compétences, même responsabilité, si la femme voit que son salaire est inférieur à celui de l'homme, alors qu'ils ont le même poste, ça se voit sur le bulletin de salaire, quelle est la démarche qu'il faudrait faire pour qu'elle puisse récupérer, enfin, avoir le même salaire que son collègue garçon? Alors, je pense que c'est typiquement le cœur d'activité de la fusée, si on a le temps, parce que là, ça se finit dans 9 minutes, mais on va quand même vous parler un peu de la fusée. En gros, il faut aller voir soit son N+1, soit les RH. Le plus simple, c'est peut-être d'en parler à ton N+1 en disant, voilà, je ne comprends pas tout à fait, mais il va falloir un moment aller en parler, parce qu'en fait, si on n'en parle pas, ça ne va pas changer. Parce que les gens ne distribuent pas de l'argent à tout va. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion très chiante dans toutes ces situations, où c'est quand même beaucoup à la femme d'aller se bouger, en sachant que normalement, on ne peut pas t'envoyer balader si tu veux en parler à ton N+1, parce que si c'est à même poste et à même temps de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de mi-temps, de 3/4 temps et tout, et que tu travailles autant, machin, il n'y a pas de raison que tu sois payé moins, parce qu'en fait, c'est contre la loi, c'est illégal, parce que heureusement, quand même, on est en France, il y a des lois, tout ça, pour dire que il ne doit pas y avoir de discrimination salariale qui soit basée sur
entre autres le genre, enfin le sexe dans la loi, mais aujourd'hui on appelle ça le genre. Puis après, c'est pour autre chose, ça peut être aussi orientation sexuelle, religion, etc. Tout ça rentre dans ce qu'on appelle la discrimination et ça, c'est illégal. Donc, très concrètement, allez en parler à ton N+1 ou allez en parler à TRH, quelqu'un qui peut faire quelque chose et avec qui tu es peut-être le plus proche. Si tu es plus proche des RH, va parler au RH. Moi, mon conseil, c'est toujours d'aller voir ton N+1 quand même. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, moi, j'ai une question du coup sur la fusée. Yes. Comment vous intervenez en fait concrètement? Est-ce que vous intervenez en entreprise, auprès des jeunes directement? Comment ça se passe? Ben justement, c'est parfait que tu en parles. Je vais pouvoir partager un peu cette fois-ci la slide sur la fusée. En fait, on fait pas mal de choses. Donc là, ce qu'on voit sur cette slide, c'est plusieurs trucs. Alors, je vais essayer de détailler parce que c'est pas évident comme ça. En haut à gauche, on a des questionnaires qu'on pose parce qu'on a plein de produits qu'on vend aux entreprises ou aux acteurs publics type collectivité, mairie, machin, ou bien à des très gros assos. Pour le moment, c'est plus les entreprises. Ça va être des questionnaires. Bon, là, en l'occurrence, j'ai posé une question. Vous sentez quel personnage de Friends ce jeudi? Et en fait, là, on voit pas parce que ça bouge pas, mais c'est des gifs. Donc, tu as Phoebe qui répond super, tu as Ross qui dit comme ci, comme ça, Chandler pas fort. Donc, ça va être plein de quiz. Et on pense par exemple le test de Rorschach où ça va être comment tu te sens, ou d'autres tests sur l'égalité salariale, sur le congé paternité, etc., qu'on envoie aux entreprises pour qu'elles puissent un peu voir où elles en sont, où elles se situent, quel est leur score sur ces domaines-là, et du coup, où elles en sont et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour progresser. On fait aussi des outils hyper classiques du conseil, des notes. Voilà, tous les cabinets de conseil font des notes. Et nous, en gros, on va se bouffer toute la législation actuelle et essayer de dire aux entreprises ce qu'ils doivent faire et comment progresser là-dessus. Donc là, on a une note assez dense sur la parité en entreprise et ça va nous permettre de conseiller les entreprises sur qu'est-ce qu'elles doivent mettre en œuvre, quelle est la législation. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'index d'égalité professionnelle, donc entre les hommes et les femmes, qui est mis en place et auquel toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent répondre. Ben nous, par exemple, on va leur parler ça, on va les accompagner à mettre en place cet index, à améliorer le score s'il n'est pas bon. Et après, il y a un autre outil qui est assez drôle qu'on utilise, ça s'appelle les mémorables. En fait, c'est des jeux qui reprennent le tarot, les cartes de tarot basiques, avec un aspect, on va dire, genre et inclusion, où là, par exemple, la force qui est traditionnellement représentée par un homme dans le tarot classique, on a décidé de mettre Beyoncé parce que sur ce mème, qui est un mème qui a vachement tourné sur Internet, elle est assez puissante quand même. Et dernier outil, sur LinkedIn, on fait sur LinkedIn et ailleurs d'ailleurs, mais on publie pas mal de chiffres clés pour toujours dans cette démarche de chiffrer et d'apporter des chiffres pour démontrer la réalité des faits. Là, par exemple, on parle de l'engagement, qui est typiquement le cœur de métier de la fusée, puisqu'en fait, c'est comment mieux s'engager dans l'avenir ensemble. En fait, c'est ça, notre taf. Et là, on voit que 70% des Françaises et des Français choisissent d'acheter ou de boycotter une marque en fonction des prises de position de la marque. C'est énorme, 70%. Et ça augmente puisque c'était 65% en 2018. Donc voilà, donc là, c'est plus à destination, typiquement, des entreprises et de nos futurs clients, et de nos clients actuels. D'accord, top. Et auprès des jeunes, qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, tout à l'heure, tu nous disais que vous interveniez aussi en établissement. Comment ça se passe, ces ateliers? Alors là, c'est avec Empower. C'est plus What de féminisme, mais avec Empower, on va avoir des quiz. Où, genre, par exemple, on pose plein de questions, genre quand est-ce que c'était l'allégation à l'avortement, quand est-ce qu'on a pu passer le même baccalauréat que les hommes, parce qu'avant, c'était pas le cas, par exemple. On passait des trucs de couture et de savoir faire à manger, et le français, les maths, c'était réservé aux mecs. Donc, plein de questions comme ça, des témoignages, des vidéos, enfin voilà. Donc là, ça va être des ateliers de sensibilisation via Empower. Et via What de féminisme, c'est ce que Renaud vous a très bien expliqué tout à l'heure. C'est tout ce qui est nos posts, donc les mèmes avec les chiffres, avec les stats, c'est les vidéos what de chiffres qui sortent tous les mardis avec un chiffre un peu what the fuck pour sensibiliser. Et puis, c'est les podcasts. Très bien. Il me semblait que vous aviez une petite question du coup pour les jeunes qui sont là aujourd'hui. Oui. Donc, oui, tout à fait. Justement, je la partage. Oui. Donc, je vais introduire la question. Donc, les jeunes, tous ceux qui sont présents là, on va vous afficher une question qui est très, très simple. On demande votre participation dans la messagerie. Les femmes et les hommes peuvent-ils exercer les mêmes métiers? Réponse A, non. Et vous expliquez pourquoi. Réponse B, oui. Et vous expliquez pourquoi. Voilà. Donc, vous mettez oui, non ou oui et vous expliquez pourquoi dans la messagerie, s'il vous plaît.
Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais en attendant les réponses, on peut peut-être discuter des idées reçues. Donc, sur le fait de créer une entreprise ou de se lancer en indépendant, est-ce que vous en avez déjà entendu ou entendu parler, etc. Est-ce que vous en avez souvent eu des préjugés par rapport à ça? Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas du coup là où trop on en est, j'avoue, dans l'ordre des slides. Alors, Bah, ouais, je sais pas si je continue de partager, j'arrête. Tout le monde a pu voir la question. Tu peux arrêter et parler des préjugés. Voilà. Trop bien. Ok, bah, je vais en citer un et puis je vais laisser la parole à Renaud. Un des préjugés, effectivement, qu'on nous a dit, c'est les entrepreneurs, les entrepreneuses font ça que pour l'argent, par exemple. En l'occurrence, ce n'est pas notre cas. C'est vraiment parce que c'est un projet qui nous tient à cœur et parce que c'est une manière de travailler qu'on veut avoir nous. Et en fait, on est beaucoup plus libre parce qu'en fait, on décide comment on travaille, avec qui on travaille. Et c'est nous qui allons voir nos clients. On n'a pas de patron au-dessus de nos têtes. Et ça, c'est assez cool. Au moins, c'est dit, quoi. Voilà. Moi, enfin, peut-être le conseil, en tout cas, c'est se dire qu'il faut avoir fait des longues études, etc., pour se lancer dans le conseil, pour se lancer, pardon, dans le conseil. Moi, je trouve que il y a certes des capacités à acquérir, mais euh, il faut être surtout motivé et être ouvert au sujet dans lequel vous voulez travailler. Et à partir de là, peu importe si vous avez bac+5, même avec bac+3, je pense que vous pouvez arriver dans des boîtes de conseil et essayer de… Alors, il faudra cravacher, hein, c'est sûr. Il faudra monter en compétences, ça c'est évident. Mais à la fois, le conseil, je pense que les gens peuvent le saisir. Et sur monter en entreprise, c'est pareil. Je pense qu'il faut se saisir des sujets, en fait. Vraiment, le message, moi, que je veux faire passer, c'est saisir des sujets. Le truc qu'on a noté, c'était on n'a pas de vie sociale. On peut monter l'entreprise aujourd'hui et garder une vie sociale. Moi, je dirais que c'est même primordial parce qu'il faut toujours avoir un équilibre entre travail et vie personnelle. C'est même nécessaire parce que sinon, vous faites manger par le travail. Et c'est là où, du coup, vous avez envie d'arrêter, en fait. Il faut pouvoir vraiment trouver un bon équilibre. Voilà. D'accord. Et donc, pour revenir à notre sondage, à la question, Ouais. les femmes et les hommes peuvent-ils exercer les mêmes métiers? Donc, la tendance est oui. On a Oriane et Maguelone qui ont répondu. Et Maguelone dit, je pense que oui, car nous sommes tous humains et nous possédons tous les mêmes capacités d'exercer un métier. Donc, vous, les spécialistes, Sophie Renaud, vas-y, Sophie, t'en penses quoi? C'est une bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a rien qui t'empêche d'exercer aucun métier. Et c'est bien que vous pensiez ça, mais il y a plein de personnes qui vont se limiter, et notamment dans des métiers soit hyper techo, genre de dev informatique, enfin de développeur informatique, bah, les femmes ne vont pas forcément y aller parce qu'elles ne vont pas se sentir légitimes dans ce métier ou parce que juste elles vont même pas y penser. Et d'autres trucs plus basiques, mais genre, enfin pas plus basiques, mais auxquels on pense pas forcément. Mais genre le BTP, il y a beaucoup d'hommes et c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui d'être fort et d'être musclé pour travailler dans le BTP parce qu'il y a beaucoup d'outils. Et nous, on avait pitché pour Pôle emploi Rhône-Alpes et ils nous avaient expliqué qu'ils galéraient à recruter. Et par ailleurs, il y avait beaucoup de femmes au chômage, plus que d'hommes dans cette région. Et du coup, ils essayaient de faire coïncider l'offre et la demande. Et bah, c'est de faire passer le message que maintenant, tout le monde peut décharger un camion parce qu'en fait, il y a des palettes pour le faire et que tu n'as plus besoin de faire 1m90 et 100 kilos et d'être un homme pour le faire. Voilà. Oui. Et justement, j'en profite pour dire que là, par exemple, on a Sophie et Renaud, tous les deux, garçons et filles, tous les deux sont créateurs d'entreprises. Voilà. Il y a moi, Olivier et Mariam, ma collègue, tous les deux, on travaille dans l'orientation professionnelle des jeunes. Et donc, peu importe votre sexe, vous pouvez exercer n'importe quel métier. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Du coup, est-ce que je voulais juste revenir un peu sur une chose. Quels seraient selon vous les avantages et inconvénients au final de votre métier? Les avantages, Sophie l'a déjà bien mentionné. Hein, On a mentionné pas mal. je dirais principalement la liberté. Mais comme toute liberté, c'est un coût qui a un coût très concret du
quotidien, c'est-à-dire que où vous avez un matelas suffisant, vous avez, par exemple, vous pouvez toucher du chômage et lancer une entreprise, vous avez des aides d'État pour vous lancer, mais quand on lance une entreprise, il y a forcément cette dimension de l'argent qui est un premier inconvénient, je dirais. Parce que même si vous avez une idée brillante et vous savez que vous allez avoir un marché, ça prend forcément du temps pour toucher vos premiers sous après avoir trouvé un client. Même si vous prenez un client dès la première semaine parce que c'est incroyable, le temps que vous fassiez le travail, que vous soyez payé, etc., ça prend forcément du temps. Donc, il faut pouvoir se projeter sur quelques mois à minima pour pouvoir… voilà. Donc, c'est à la fois un inconvénient, à la fois c'est aussi sympa de pouvoir se projeter dans un projet. C'est beau, c'est intéressant, etc. Mais quand même garder cette dimension. Après, comme dit Sophie, on n'est pas obligé d'être richissime pour se lancer dans une boîte. C'est des choix personnels, une organisation personnelle, mais c'est faisable et oui, c'est faisable. Top, merci. Oui. Olivier, il y a des questions à faire remonter? Là, on n'a plus de questions. Moi, j'ai une question, moi. Étant donné que vous faites de la sensibilisation auprès des jeunes dans les collèges et lycées, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner, que vous donnez durant vos interventions à l'école, et un dernier conseil que vous pouvez donner aux jeunes filles et garçons qui sont présents à notre live? Je peux commencer par le conseil sur les interventions en collège-lycée, les sensibilisations qu'on fait. Et je laisserai Renaud après donner un conseil aux personnes qui sont là aujourd'hui. En collège-lycée, ce qu'on leur dit, c'est il y a plein de conseils. Mais on leur dit, si vous êtes témoin ou homme ou femme d'une situation qui vous dérange, le premier réflexe, c'est de se mettre à l'abri. Et si vous pouvez aider la personne à qui il arrive la chose, faites-le. Mais le premier réflexe, c'est de se mettre à l'abri. Et en gros, l'idée générale, c'est vous culpabilisez pas si vous n'avez pas une réponse parfaite, si ça vous arrive, vous êtes tétanisé, ou si vous voyez quelqu'un se faire emmerder, par exemple, dans le métro et que vous êtes tétanisé, il ne faut pas s'en vouloir parce que en fait, c'est des réactions, c'est des épisodes très violents. Et une des réactions la plus commune, c'est soit la fuite, soit de se figer sur place. Voilà. Et puis, une fois que vous êtes mis à l'abri ou une fois que vous pensez que vous êtes assez safe, c'est d'aller aider la personne qui est dans cette situation compliquée. Par exemple, dans les transports en commun, c'est d'aller voir la jeune femme en faisant semblant de la connaître, ou c'est d'aller lui demander l'heure, ou c'est de passer à côté, de rester à côté pour que la personne qui est en train de l'embêter, par exemple, se sente moins safe. Moi, je l'ai fait récemment, il y a genre un mois, enfin plus d'un mois, parce que c'était avant le Covid, du coup, dans le métro, avec une nana qui se faisait suivre de manière assez lourde par un mec. Là, je suis arrivée, je lui dis salut, ça va et j'ai commencé à marcher à côté et ça a démotivé complètement le harceleur parce qu'il n'est plus tout seul. Donc, ça l'embête. Voilà, ça, c'est mon conseil. Mais d'abord, soyez safe. Top. Moi, plus de façon générale, puisque on est sur les métiers, donc pas sur l'égalité femmes, mais c'est croyez vraiment en vous-même. Je pense que c'est pas facile parce que quand on est 15 ans, même 20 ans, mais même 25 ans, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'on a des voies tracées, qu'on a qu'on est obligé d'aller quelque part, etc. Et en fait, on peut toujours, et à tout âge, et je pense que de toute façon, nos générations, parce qu'on n'est pas si loin quand même que de vous, ça va être un peu l'histoire de notre carrière, de nos carrières de façon générale, de savoir se réinventer, se dire que dans 10 ans, on ne sera peut-être pas dans le même métier, là où peut-être nos parents se disaient je suis rentré dans cette boîte, et puis j'y reste 40 ans, et c'est comme ça. Il y a peu de chances que ça soit notre vie à nous. Et donc, face à ça, il faut avoir confiance en soi, se projeter positivement et se dire que vraiment, on est en capacité de tout faire, quoi. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup pour ce live. Et les jeunes, n'oubliez pas, Olivier a partagé donc le lien pour le questionnaire, donc pour pouvoir répondre. Vous avez aussi donc nos réseaux, donc MyFuture sur Twitter, sur Instagram, et les prochains lives. Donc demain, on a Clémence, donc qui est directrice artistique, qui vous présentera son métier. Et n'oubliez pas qu'on est là les mercredis, jeudis et vendredis de la semaine prochaine.
et vous recevrez également la newsletter. Eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Et à Merci bientôt. à My Future. Au revoir. Merci, Future. Au revoir. Salut.